y a à peine 10 ans, Jiffy était encore considéré comme le royaume du hard discount. Plus d'1 milliard d'euros de chiffre d'affaires, 600 magasins et plus de 6000 salariés à travers le monde. Une machine des petits prix que tout le monde croyait éternelle. Pourtant, au moment même où le discount est plus puissant que jamais, Jiffy implose. Montagne de dettes, cession de magasins forcés, licenciements et enfin plan social pour espérer la survie. Alors que s'est-il réellement passé? Comment un empire bâti sur 40 ans par un entrepreneur de génie a-t-il pu se fissurer aussi vite? Bienvenue dans les coulisses de la chute d'un géant du hard discount. Bienvenue chez Jiffy. Et juste avant de continuer, j'ai un message pour tous ceux qui aimeraient utiliser les meilleurs modèles d'IA sans exploser leur budget. Notre partenaire Mammouth AI est une plateforme française qui réunit en un seul endroit tous les meilleurs modèles du marché. Quand je dis tous, je parle du nouveau Claude, GPT-5, Gemini, Mistral, Grok, DeepSeek, Nano Banana, Stable Diffusion. Au total, vous accédez à plus d'une dizaine de modèles différents mis à jour en permanence, le tout pour seulement 10 € par mois. Oui, 10 € quand on sait qu'un abonnement à ChatGPT coûte déjà 20 $ à lui seul. C'est assez fou. Ce que j'aime particulièrement, c'est la fonction reprompting qui permet de passer d'un modèle à l'autre en un seul clic sur la même réponse. Vous pouvez aussi créer vos mammouths personnalisés, des prompts qui s'appliquent automatiquement à toutes vos requêtes, quel que soit le modèle utilisé. Et surtout, vos données sont hébergées en Europe et les modèles ne sont pas entraînés dessus. Le lien est en description et on reprend. Tout commence à la fin de la décennie 2010, en 2019 pour être précis. Jiffy, créé 40 ans plus tôt à Villeneuve-sur-Lot par l'autodidacte Philippe Ginestey, n'est déjà plus une simple enseigne de petits commerces. Le réseau compte près de 600 magasins en France avec des implantations en Belgique, en Suisse et au Luxembourg. Les magasins sont implantés en périphérie, facilement accessibles en voiture, avec des gammes larges, abondantes et régulièrement renouvelées. Derrière cette apparence de simplicité se cache en réalité une mécanique industrielle redoutable dont les fondations remontent à la fin des années 80. À cette époque, alors que Jiffy ne compte encore qu'une quinzaine de magasins, Philippe Ginestey va prendre une décision stratégique majeure, s'approvisionner directement en Chine et ça, sans intermédiaire. Une centrale d'achat est alors créée en France, puis le groupe se structure encore davantage en Asie avec Jiffy Asia Ltd à Hong Kong en 2007. Cette structure permet au groupe de négocier directement avec les usines chinoises pour y obtenir d'abord des prix imbattables, mais surtout de supprimer les marges des importateurs et de commander des quantités énormes directement à la source des conteneurs. Résultat, là où un concurrent vend une boîte de rangement à 9 ou 10 €, Jiffy peut l'afficher à 3,50 €. À l'époque, c'est un coup de génie commercial. Pour y arriver, Jiffy va aussi développer dans les années 90 un système informatique maison, un ERP capable de relier l'ensemble de ses magasins, son siège et ses entrepôts afin de remonter les ventes quotidiennement, parfois en quasi temps réel. Les réapprovisionnements sont déclenchés automatiquement, les tendances sont anticipées et les commandes en Asie ajustées en conséquence. Tant que ce cycle est plus ou moins respecté, la trésorerie de Jiffy rentre vite, ce qui permet de financer son expansion sans tension excessive. C'est cet équilibre extrêmement efficace qui va constituer pendant des années la véritable colonne vertébrale de l'entreprise. Et c'est précisément cette force qui va séduire les banques. Jiffy se met à adopter une stratégie immobilière massive via des prêts immobiliers. L'objectif, maîtriser les loyers de ses magasins, sécuriser les emplacements et surtout gagner en liberté opérationnelle. À l'apogée, le portefeuille immobilier du groupe est valorisé à plusieurs centaines de millions d'euros. À ce moment-là, le groupe paraît donc intouchable. Pourtant, derrière cette impression d'invincibilité, une première erreur majeure est déjà en train de se préparer et va, vous allez le voir, radicalement changer la trajectoire du groupe. En 2017, Jiffy se lance dans un pari énorme, le rachat de Tati, l'enseigne historique du déstockage textile est alors en difficulté. Montant estimé de l'opération, plus d'une centaine de millions d'euros. L'idée paraît intéressante, mutualiser des achats, rationaliser des process, créer des synergies entre deux acteurs du discount et transformer une marque en difficulté en relais de croissance. Sauf que l'opération naît sous une contrainte majeure, le tribunal de commerce de Bobigny
impose à Jiffy de maintenir 109 magasins sur 140 et de préserver plus de 1400 emplois, un effort hors du commun. Jiffy, qui fonctionne historiquement grâce à un modèle construit sur la vitesse d'exécution, la flexibilité et un format périphérique, récupère d'un coup un réseau de magasins de centre-ville beaucoup plus complexe, plus rigide et surtout un métier que le groupe maîtrise beaucoup moins. Car le problème de Tati n'est pas seulement financier, il est d'abord structurel. Les deux modèles ne se complètent pas, en fait même ils s'opposent. Tati repose sur une logique d'opportunité, d'imprévu. Le client souhaite faire la bonne affaire, alors que Jiffy au contraire est connu pour avoir bâti une promesse sur une offre parfaitement lisible, disponible en continu et principalement orientée bazar et équipement maison. La clientèle n'attend pas la même chose et surtout le textile est un univers beaucoup plus instable, différentes tailles, différentes saisons, invendus, des marques, une complexité qui dévore la marge si l'exécution n'est pas parfaite. Les chiffres finissent par parler d'eux-mêmes. Entre 2018 et 2020, donc juste après le rachat, Tati cumule environ 130 millions d'euros de pertes en seulement 3 ans. Pour isoler les dégâts, Jiffy cantonne l'héritage Tati dans une structure dédiée, Jiffy 48. L'objectif est simple, sortir cette activité du périmètre historique pour limiter la contagion, mais dans les faits, les charges continuent de tomber, les magasins restent déficitaires et la structure devient un puits sans fond. La marque Tati est finalement abandonnée, une partie des magasins est convertie en Jiffy, d'autres ferment. Le rachat, censé accélérer la croissance, devient peu à peu un poids mort pour le groupe. Et pendant que Jiffy se débat avec cette acquisition, le marché lui se durcit. À partir de 2018, la concurrence devient brutale. D'abord avec Action, l'enseigne néerlandaise applique une recette plutôt similaire à celle de Jiffy, discount, volume, sourcing, mais avec une discipline opérationnelle bien supérieure. Son parc explose d'environ 200 magasins à plus de 800 sur des catégories comparables déco, rangement, cuisine. Action est systématiquement plus agressif sur les prix. Là où Jiffy affiche un produit à 3,50 € par exemple, Action peut proposer le même à 2 €. Et ce n'est pas un écart conjoncturel, mais un écart structurel. En gros, Action repose sur un modèle intégré en succursale avec des achats massifs, une logistique centralisée et surtout un assortiment volontairement limité qui accélère la rotation des stocks et écrase les coûts. En face, Jiffy quant à lui traîne un boulet, un endettement alourdi par l'acquisition de Tati, une base de coûts plus rigide et surtout une exécution déjà sous tension. Puis arrive un deuxième choc. À partir de 2022, Temu, Shein et d'autres plateformes chinoises changent les règles du jeu. Les achats basculent sur smartphone à des prix imbattables. Ces acteurs n'ont ni magasin à rentabiliser, ni stock à immobiliser en Europe. Et comme si ça ne suffisait pas, l'inflation fait exploser les coûts d'approvisionnement en Asie, fragilisant encore plus les marges. Jiffy maintient un chiffre d'affaires autour de 1,2 milliard d'euros en 2023, mais la rentabilité, quant à elle, passe dans le rouge. À ce stade, le pionnier du discount n'est déjà plus un leader, il devient un acteur parmi d'autres, pris dans un étau qui se resserre au moment même où l'entreprise est déjà fragilisée de l'intérieur. Car oui, le point de rupture ne va pas venir du marché, mais bien du cœur de la machine. En 2016, Jiffy lance un grand programme informatique destiné à remplacer son ERP historique des années 90. Nom du projet, Millennium. Sur le papier, la décision est rationnelle. Tous les grands distributeurs basculent vers des systèmes informatiques modernes pour piloter leur gestion. Face à une concurrence de plus en plus rapide, Jiffy ne peut pas rester avec un système vieillissant. Millennium est censé améliorer la visibilité, fluidifier les flux et soutenir une nouvelle phase de croissance. Sauf que vous allez le voir, dans les faits, le projet dérape. Ce qui devait se déployer en seulement 2 ou 3 ans s'étire sur près de 7 années. Entre 2016 et 2023, Jiffy fonctionne avec une architecture hybride et surtout instable. Une partie du réseau reste sur l'ancien système, tandis que l'autre migre progressivement vers Millennium. Les outils communiquent mal, les données parfois se contredisent, les stocks affichés ne correspondent plus à la réalité. Certains points de vente reçoivent même des volumes inutiles, alors que d'autres vivent avec des ruptures chroniques. Les retards se multiplient, la tension monte et tout ce qui faisait la force du modèle de Jiffy commence peu à peu à se dégrader.
Cette fragilité informatique amplifie un déséquilibre clé, la rotation des stocks. Là où Jiffy écoulait historiquement sa marchandise en environ 3 mois, le cycle dépasse progressivement 4 mois. Chaque jour de stock immobilise de l'argent. Pour tenir, l'entreprise s'appuie de plus en plus sur ses fournisseurs. Les délais de paiement dépassent 160 jours. Et puis va venir un mois sombre pour le groupe. En juin 2023, après 7 années de transition chaotique, la bascule censée stabiliser définitivement Millennium provoque en réalité un chaos opérationnel total. Les équipes plongent dans le noir complet et les conséquences tombent immédiatement. Rupture sur les produits du quotidien, surstock sur d'autres références, vente qui chute, trésorerie qui se bloque. Pour générer du cash, l'enseigne brade totalement ses prix, ce qui dégrade encore plus ses marges. Le groupe reconnaît l'impact finalement en 2024. La valeur de stock baisse significativement de plusieurs millions d'euros et au-delà des chiffres, la productivité s'effondre. Entrepôts et magasins passent leur temps à corriger des erreurs de système, faire des inventaires à la main au lieu d'optimiser les flux. Millennium, qui devait propulser Jiffy dans une nouvelle décennie de croissance, finit par enrayer le cœur du modèle. À partir de la fin de 2023, Jiffy franchit un point de non-retour. Pendant des années, les banques ont financé l'immobilier, l'acquisition de Tati, puis la modernisation informatique. Sauf qu'au moment même où l'entreprise devait démontrer sa pleine capacité à rembourser, elle s'affaiblit. Les ratios d'endettement se détériorent, les nouveaux emprunts deviennent conditionnels, renégociés au mois le mois, et l'accès au crédit se transforme en une discussion permanente. À ce stade, les banques ne se contentent plus d'observer, elles exercent une pression directe sur le groupe. Jiffy tente alors de gagner du temps en demandant des suspensions, des rééchelonnements, des fenêtres de respiration. Mais l'entreprise brûle du cash et n'en produit plus assez pour se stabiliser. Alors, à ce moment-là, tout le monde se demande encore combien de temps le groupe est-il capable de tenir. Et c'est exactement à ce moment précis que l'État décide d'entrer en scène. Alors, pourquoi? Eh bien, Jiffy n'est pas une toute petite entreprise, c'est quand même un groupe de plusieurs milliers de salariés avec un réseau dense et un siège dont le poids économique local est majeur. Une liquidation brutale serait un véritable choc social. Le dossier remonte donc au CIRI, le comité de Bercy spécialisé dans les restructurations sensibles. L'équation devient presque politique. Éviter le crash sans que l'État finance directement l'entreprise et sans laisser les banques non plus porter seules le coût du naufrage. Février 2024, Jiffy obtient une ordonnance du tribunal de commerce de Toulouse ouvrant une première procédure de conciliation avec l'idée de rééchelonner la dette et obtenir un allègement temporaire. Sur le papier, c'est une bouffée d'oxygène. Dans la réalité, c'est seulement un sursis. Car l'été 2024 fait revenir le réel à toute vitesse. Les tensions de trésorerie réapparaissent. La rechute acte sur une chose simple. L'accord initial ne suffit pas. Dès lors, Jiffy retourne au tribunal pour ouvrir une conciliation rénovée. Entre novembre 2024 et janvier 2025, les négociations s'intensifient. Autour de la table, une dizaine de banques, l'État via le CIRI, Philippe Ginesté et ses conseils, mais aussi les autres créanciers non bancaires et les fournisseurs. Le nouveau protocole est signé dans la nuit du 16 au 17 janvier 2025 et homologué par le tribunal le 10 février. Le jugement constate d'abord que Jiffy n'est pas en cessation de paiement, ou du moins que l'accord permet d'y mettre fin. Concrètement, sans cet accord, le groupe aurait pu basculer mécaniquement en redressement judiciaire, voire dans une liquidation potentielle. Jiffy évite la chute immédiate, mais le groupe bascule dans un régime de surveillance renforcée. Les grandes décisions ne sont plus des décisions libres, ce sont des décisions encadrées. Le périmètre concerné est assez clair, est inclus l'intégralité de la chaîne de valeur, Jiffy SAS, la tête du groupe, Jiffy Diffusion, la centrale d'achat, Jiffy Mag, l'exploitation du réseau, mais aussi Jiffy 48, l'ex-Tati, logé dans une entité dédiée, et GPG, la holding familiale. Autrement dit, le dispositif ne vise pas un problème sur une filiale isolée, il acte une crise sur l'ensemble du groupe. Une part massive de la dette est alors effacée, de l'ordre de 250 à 400 millions d'euros selon la presse. Une partie est abandonnée, une autre est convertie en capital. Résultat, environ 40%
20% du capital de Jiffy SAS finit détenu indirectement via une fiducie de gestion. Les banques ne sont plus seulement des créancières, elles deviennent copropriétaires du groupe et la survie s'achète au prix d'une perte d'indépendance. Parallèlement, une partie de la dette est maintenue mais avec des échéanciers assouplis. Le compte courant de la holding familiale GPG d'environ 110 millions d'euros est gelé jusqu'au remboursement complet de la dette maintenue. La famille conserve donc une position mais ses marges de manœuvre sont verrouillées. Pour que l'entreprise continue de tourner, il faut aussi du cash neuf. Les banques participantes s'engagent à injecter entre 150 et 200 millions d'argent frais. Là encore, tout est dans le détail. La trésorerie est donnée par palier sous condition pour contrôler l'exécution. Philippe Ginestès et sa holding s'engagent aussi à injecter au moins 100 millions d'euros en compte courant en plus d'une contribution précédente en mars 2024 et à mettre en garantie 270 millions supplémentaires issus de GPG. Et le protocole ne verrouille pas seulement la finance, il verrouille aussi la conduite de l'entreprise. Le protocole impose le retrait opérationnel de Philippe Ginestès et de son fils. Le fondateur garde une place mais devient président du conseil de surveillance, un rôle de représentation plus que de commandement. Un directoire est mis en place et pour stabiliser l'exploitation, Philippe Brochard, ancien directeur général d'Auchan France, est nommé à la tête du groupe. Mais très vite, la réalité s'impose, la configuration est quasiment ingérable entre un conseil de surveillance dominé par les banques, un fondateur toujours très présent au capital et des syndicats extrêmement vigilants. Les marges de manœuvre opérationnelles sont étroites. Après seulement 4 mois, Philippe Brochard quitte ses fonctions le 21 mai 2025. L'entreprise se retrouve alors dans une zone grise, une gouvernance fragmentée, une exécution sous tension et c'est finalement son directeur juridique qui se retrouve temporairement aux commandes. Dans ce contexte, un plan de sauvegarde de l'emploi est annoncé visant 302 postes dont 186 au siège de Villeneuve-sur-Lot et 116 liés à la fermeture de 11 magasins jugés non rentables. Au siège, finalement, le périmètre est ensuite ramené à 166 postes. Mais à l'été 2025, le groupe prend la décision surprenante de finalement réaliser une trêve de plan social, une suspension temporaire d'une partie du plan social au siège présenté comme une respiration dans l'attente d'une nouvelle direction. Les magasins, eux, restent dans le calendrier. Alors pourquoi? Eh bien, supprimer les effectifs ne suffit pas. Sans trajectoire crédible, réduire le personnel ne redresse pas l'entreprise. Au contraire, ça la vide. En parallèle, la famille mandate la banque d'affaires Lazare pour explorer des options de cession. Mais les candidats potentiels voient tous en Jiffy la même équation. Une dette lourde, une exécution fragilisée, des marges sous pression et une concurrence devenue invivable. Sans chevalier blanc capable d'absorber ces risques, le groupe n'a plus d'autre choix que de se sauver soi-même au prix d'une restructuration radicale. C'est dans ce contexte qu'arrive en septembre 2025 un nouveau directeur général, Christophe Mistou, ancien DG de Monsieur Bricolage avec un profil clairement orienté redressement. Sa mission est pour le moins compliquée, redonner des perspectives au groupe et prouver que Jiffy peut repasser dans le vert. Le premier chantier est vital, fiabiliser enfin le pilotage de son système informatique et accélérer la liquidation des surstocks qui asphyxient la trésorerie. Mais ça ne suffira pas, le redressement passe aussi par une réduction drastique du périmètre. Le groupe amorce un recentrage sur une base plus petite, plus saine et surtout plus facilement pilotable. À l'automne 2025, ce mouvement se matérialise avec la cession actée de 32 magasins à Prozol, la maison mère de grands frais, avec des conversions prévues à partir de juin 2026 et environ 300 salariés concernés. Dans le même temps, Jiffy se retire de Suisse. Les 32 magasins helvétiques ferment, dont 14 repris par Maxi Bazar et 18 se retrouvent sans repreneur. En additionnant les fermetures françaises déjà annoncées, la sortie de Suisse et la cession à grands frais, Jiffy se déleste d'environ 75 points de vente en 2 ans. Le réseau proche de 630 magasins en 2024 passe sous la barre des 550 en 2026 avec une taille cible évoquée autour de 350 magasins à horizon 2027. Et quand on regarde ces trajectoires dans son ensemble, une lecture s'impose presque évidente. Ces décisions ressemblent moins à une stratégie d'expansion qu'à une mise au propre, une amélioration de la lisibilité financière et un
un recentrage sur un noyau rentable, une logique que l'on retrouve souvent chez les fonds d'investissement lorsqu'ils cherchent à remettre une entreprise sur une base saine dans un marché devenu ultra concurrentiel. Cette stratégie pose une question évidente. Jiffy est-elle en train de se préparer à durer ou plutôt potentiellement à être vendue? Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire, et si ce genre d'enquête vous intéresse, je vous recommande vivement ma vidéo sur Auchan. Vous verrez comment un géant historique est en train de volontairement céder sa place à ses concurrents pour essayer d'espérer la survie. Quant aux autres, on se retrouve très vite. C'était Corentin. Allez, ciao!